Alors, voici la correction de la fiche numéro 8 sur les empires coloniaux. Alors, il fallait partir de cette carte-là, qui est dans le livre à la page 120, et qui nous montre l'étendue de tous les empires coloniaux en 1914. Donc, il s'agit de définir ce que c'est un empire colonial, ce que c'est une colonie, une métropole, et pourquoi est-ce que les métropoles se mettent à coloniser les territoires comme ça au cours du 19e siècle. Alors, première chose, on définit. Donc, vous trouviez en haut à droite ici les définitions d'une colonie et d'une métropole. Une métropole, c'est un pays qui contrôle des colonies, donc c'est-à-dire un pays qui part à la conquête de colonies. Et une colonie, c'est donc un territoire étranger conquis, administré et exploité par un autre pays. Donc, pour faire simple, dans l'exemple qu'on a vu, la métropole, c'est la France et la colonie, c'est l'Algérie, qui devient un département français, donc qui devient un pays administré, ou un territoire plutôt administré et exploité par la France qui en a fait la conquête. Alors ce qu'on remarque donc, c'est que, évidemment, l'Algérie n'est pas la seule colonie qui soit conquise par la France, et puis en plus la France n'est pas le seul pays qui part à la conquête de territoires, donc en plusieurs endroits du monde. Alors si on regarde bien, on a comme métropole, alors il fallait regarder ici après dans la légende pour savoir qui étaient les métropoles, c'est-à-dire ceux qui possèdent des colonies et qui les contrôlent. Donc il y avait les Anglais, les Britanniques, donc le Royaume-Uni, la France, l'Espagne, le Portugal, l'Italie, l'Allemagne, les Belges et les Néerlandais. Et on se rendait compte qu'il s'agissait en fait uniquement de pays qui se trouvent en Europe. Ce sont les pays européens uniquement qui partent à la conquête de ces territoires. Alors si vous vous souvenez bien ce que vous avez vu en 5e, le chapitre qui s'appelle en principe l'élargissement du monde, vous savez que certains pays d'Europe sont déjà partis à la conquête de territoires, notamment en Amérique. C'est ce qu'on appelle aussi parfois les grandes découvertes, entre guillemets. C'est-à-dire cette période, donc en gros le XVIe siècle, les années 1500, au cours desquelles essentiellement les Espagnols, les Portugais, puis ensuite aussi les Français et les Anglais vont partir conquérir et occuper des territoires essentiellement en Amérique. Et puis un petit peu en Afrique aussi pour les Portugais essentiellement. Et ils vont mettre en place, si vous vous souvenez bien, ce que vous avez vu comme étant le commerce triangulaire. Ça, c'est ce qu'on a vu cette année. C'est-à-dire un commerce entre l'Amérique, l'Europe et l'Afrique, dans lequel est introduit la traite des esclaves. Du coup, cette histoire de colonisation, c'est pas nouveau. Simplement, là, c'est ce qu'on va appeler une deuxième phase de colonisation au cours du 19e siècle. Et d'ailleurs, on se rend compte qu'alors il y a, en termes de puissance colonisatrice, de métropole, on retrouve un peu les mêmes. Il y en a peut-être quelques-unes en plus, comme les Allemands, les Belges, les Néerlandais, les Italiens. Mais c'est surtout dans les destinations, c'est-à-dire les territoires conquis, que c'est différent. Sur la fiche, vous avez dû écrire que, donc c'est là, les métropoles donc, sont essentiellement en Europe. Par contre, les colonies, alors on va citer l'Algérie, c'est notre exemple, les Indes, le Maroc, après vous pouvez citer toutes celles que vous vouliez, qui ne correspondent pas forcément au pays actuel, d'ailleurs. L'Algérie, c'est le cas, mais si vous regardez ce qui s'appelle les Indes, ça ne correspond pas à l'Inde actuelle. Donc c'est pour ça que là, j'ai pas mis pays, j'ai mis territoire. Parce que souvent, ce sont des territoires qui sont délimités et nommés par les métropoles et qui ensuite ont pu être modifiés. Alors, les 3 continents concernés, c'est l'Asie, l'Afrique et l'Océanie, essentiellement. D'accord ? On revient à la carte et on se rend compte que c'est cette zone-là, cette partie du monde qui concentre l'essentiel des colonies qui sont créées au 19e siècle par la conquête. Regardez l'Afrique. L'Afrique est quasiment entièrement colonisée par les pays d'Europe. Il n'y a guère que l'Éthiopie qui reste blanche, enfin qui reste en blanc sur la carte et qui est donc hors colonisation. Les Indes, l'Indochine, les Indes néerlandaises, la Nouvelle-Guinée, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Après, sur cette carte-là, on voit aussi apparaître l'île Bourbon, là, vous voyez, qui
D'ailleurs, à l'époque, ça s'appelle déjà la Réunion, donc on pourrait déjà appeler la Réunion. Et simplement, bon, elle est indiquée comme étant une colonie française, elle l'est, mais vous vous souvenez bien que, en fait, l'île Bourbon, enfin, ce qui est devenu la Réunion, a été colonisée lors de la première phase de colonisation, hein, ce qu'on appelait la première phase de colonisation, c'est-à-dire au XVIIe siècle. Elle n'est pas conquise là au XIXe. Et puis comme en plus c'était une île qui n'était pas peuplée, c'est des conditions d'appropriation par la France qui sont différentes, donc qui n'entrent pas trop là dans notre cadre. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que donc la France, en bleu, hein, possède un empire colonial très important. C'est-à-dire que tout ce qui est en bleu, à l'époque, au 19e, tout ce qui est en bleu sur cette carte, c'est la France. Voilà. Ça appartient à la France, c'est la France. Comme l'Algérie, le reste, c'est la France aussi. Alors, c'est pour ça que je vous posais la question de dire quelles sont les 2 métropoles qui possèdent le plus de colonies. Et là, bon, il fallait jeter un petit coup d'œil rapide et on se rendait assez vite compte qu'il y avait beaucoup de rouge et beaucoup de bleu. Le bleu, c'est donc les colonies françaises et les rouges, c'est les colonies britanniques, anglaises. Donc il fallait répondre que le Royaume-Uni et la France sont les métropoles qui possèdent le plus de colonies. C'est les 2 grandes puissances colonisatrices du 19e siècle, qui sont d'ailleurs fortement en concurrence, qui se disputent et même s'affrontent militairement à plusieurs reprises au sujet des colonies et de la colonisation de nouveaux territoires. Voilà, donc sur votre feuille, ça donne ça. C'est la France et le Royaume-Uni, là, qui sont les 2 métropoles qui possèdent le plus de colonies, les 2 pays qui ont le plus de colonies et qui ont donc les empires les plus grands. Alors, j'avais mis ensuite quelques questions pour expliquer ce document qui se trouve dans le livre, qui est là, et qui montre l'empire britannique au cours du 19e siècle. Le dessin date de 1886. Alors c'est un dessin, mais qui montre bien l'esprit qui anime les métropoles, les pays d'Europe, quand ils partent à la colonisation de pays. C'est-à-dire quels sont leurs objectifs. Pourquoi la colonisation ? Ça semble déjà être axé sur l'idée de gain territorial. C'est-à-dire que là, on montre l'étendue de l'Empire britannique, c'est-à-dire tous les territoires britanniques, montrer que en fait, le pays a gagné des territoires, alors qu'ils sont éparpillés un peu partout dans le monde, mais tout de même sont de grands territoires. Il y a tout le Canada, il y a l'Australie, les Indes, l'Afrique du Sud, voilà. Alors si vous voulez, on regarde une carte qui montre voilà, l'Empire britannique au 19e siècle. Alors il y a différents types de colonies. Elles n'ont pas toutes le même statut, c'est pour ça qu'il y a plusieurs couleurs. Et pour la France, c'est pareil, hein. On sait bien que la plupart des colonies sont des colonies d'exploitation. C'est-à-dire qu'on veut aller y exploiter toute richesse possible. Soit une ressource naturelle, une ressource du sous-sol, du bois, ou alors tout simplement les terres agricoles. Et on veut donc tirer quelque chose, tirer une production de la colonie. Après, il y a des colonies de peuplement, comme c'était le cas de l'Algérie. On avait dit que c'était un petit peu à part, qu'il y avait beaucoup de Français qui allaient s'y installer. En fait, chaque colonie va avoir un statut différent. Ce qui fait leur point commun, c'est la domination par un pays européen. Mais chacune des colonies peut avoir vraiment un statut, un fonctionnement propre. Alors là, par exemple, pour l'Empire anglais, il y a des colonies, purement simplement. Il y a des protectorats, dans lesquels les autorités du territoire vont avoir encore un petit peu de marge de manœuvre. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir faire certains trucs, prendre certaines décisions, mais avec l'accord, par exemple, de la couronne anglaise. Il y a des mandats, bon, c'est encore autre chose, et il y a des dominions, un dernier statut, comme l'Australie et le Canada, qui sont, eux, un petit peu plus indépendants. Voilà. Donc, mais vous remarquez que le Royaume-Uni, il a d'anciennes colonies qui datent de la première vague de colonisation du XVIe en Amérique, hein. C'est pour ça qu'on parle anglais beaucoup en Amérique du Nord actuellement. Et puis il y a, alors le joyau de l'Empire, ce sont les Indes, voilà, et jusqu'en Australie, voilà, et une grande partie de l'Afrique. C'est d'ailleurs pour ça que les tensions sont parfois vives avec la France. La France qui, elle, vous l'aurez remarqué, a concentré en quelque sorte son empire sur l'Afrique, justement. Alors, pour en revenir un petit peu à ce dessin, qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, on voit qu'on veut nous dire qu'en fait, l'Angleterre, le Royaume-Uni, plutôt, règne sur le monde. Et c'est symbolisé par ce dessin-là, qui représente Britannia,
donc c'est-à-dire une personnification de la puissance maritime britannique, c'était écrit là, qui est assise sur un globe, c'est-à-dire sur la Terre en fait. Il y a le drapeau, et puis elle est là assise et elle domine la Terre, elle contrôle toute la Terre. Et après, on veut montrer que c'est très diversifié, que les territoires et donc les populations sont très diversifiées. Et ça va montrer la puissance de l'Empire britannique. Une population forte et diversifiée. Alors là, vous avez par exemple, c'est à peu près rangé face au territoire. Vous avez là des personnages qui représentent, semble-t-il, l'Asie. Ici, vous avez l'Australie qui est représentée avec le kangourou, là. On peut supposer là une femme africaine qui regarde le Britannia là, avec apparemment admiration. De l'autre côté, peut-être une autre femme africaine. Après, on a, je sais pas, peut-être des Indiens, un éléphant, des animaux, la faune, la flore. Et puis si on remonte, on a les Indiens d'Amérique tout en haut là. On le voit ici, qui rappelle donc ces anciennes colonies d'Amérique. Du coup, on comprend que l'Angleterre est partout et règne en fait sur presque le monde, quoi. Et puis ensuite, il y avait les traits qui peuvent symboliser plusieurs choses. Le lien, c'est-à-dire l'unité de cet empire, mais surtout autour des échanges économiques, des échanges commerciaux. Parce qu'en fait, l'empire, c'est pas juste de la puissance, c'est de la richesse. Hein. En fait, à cette époque, la colonisation pour tous les pays d'Europe, c'est le même procédé. Il s'appuie sur ce qu'on appelle les 3 C. C'est-à-dire le commerce, d'ailleurs, il y a eu d'abord une vocation économique à conquérir des colonies, puisqu'on veut, on l'a dit tout à l'heure, tirer une richesse de cette colonie, mais aussi, il y a autre chose, c'est qu'on veut un débouché pour les produits industriels. C'est-à-dire que dans les usines en Europe, on fabrique des choses, on veut aller les vendre dans les colonies. Voilà. Là-bas, il y a une clientèle qui va pouvoir acheter les productions et donc qui va nourrir la croissance économique de l'Europe. Le deuxième C, c'est christianisation, c'est-à-dire qu'il y a aussi la volonté de la part des Européens de diffuser la religion chrétienne dans ces territoires dont ils font la conquête. On envoie notamment des missionnaires chrétiens pour aller christianiser, convertir les populations. Et puis le troisième C, c'est civilisation, apporter la civilisation. Alors la civilisation, ça veut dire, à cette époque-là, civilisation dans le sens la culture, mais supérieure. C'est-à-dire que les Européens, à l'époque, en tout cas ceux qui justifient la colonisation et qui la défendent, la justifient en partie en expliquant que l'Europe est culturellement supérieure au reste du monde, la culture européenne est supérieure au reste du monde, et que donc ils ont en quelque sorte en eux le devoir de diffuser cette culture. Donc dans cette civilisation, d'ailleurs, il y a la religion chrétienne. L'idée qu'il faut aller apprendre aux autres peuples, c'est les autres peuples qui sont donc restés à l'état primitif ou sauvage, qui ne savent pas, on va aller leur expliquer, leur apprendre comment il faut vivre en quelque sorte. Qu'est-ce que c'est que d'être civilisé par opposition à être barbare ou sauvage. Donc évidemment, c'est une vision purement inégalitaire, raciale, c'est-à-dire qu'on dit que les Européens, ils sont supérieurs d'un point de vue racial par rapport à toutes ces autres populations du monde. Voilà. Alors, c'est clairement assumé parce que vous avez aussi dans le livre un autre document qui montrait qu'on affiche purement et simplement cette volonté d'aller diffuser la culture du pays, culture européenne, qu'elle soit française, anglaise ou autre, à l'étranger. Alors ici, cette une de journal qui montre, qui dit d'abord en bas, il y a écrit « La France va pouvoir porter librement au Maroc la civilisation ». On en revient à ce terme de civilisation. Alors qu'est-ce que c'est la civilisation? Apparemment, d'abord c'est la France, une espèce de Marianne qui arrive, tout auréolée de lumière. La lumière dans sa tête, là, peut faire penser à une lumière divine, donc il y a peut-être derrière cette idée de religion. Il y a la richesse, parce que regardez, elle porte une corne d'abondance, et puis il y a de l'or qui est en train de tomber sur eux. Autre chose, il y a des techniques agricoles, parce que regardez, ce personnage-là, qui est en train de faire le travail agricole, et à l'ancienne, et qui regarde donc la France arriver et apporter vraisemblablement d'autres solutions. Et puis,
c'est la lecture, l'écriture, les textes français, la littérature, tout ce que vous voulez, la Bible, en tout cas les livres. Donc on va apporter pas seulement la richesse, mais aussi la culture. Et de ce fait, on va... Celui-là aussi il montre à peu près la même chose, c'est toujours français. Et là on voit pareil, la France qui arrive là en armure avec le progrès, la civilisation et le commerce. C'est ce qui est écrit sur le bouclier. Voilà. Et tout ça est donc totalement assumé et mis en scène et montré à travers ce qu'on va appeler, qu'on va inventer à peu près à ce moment-là, qui s'appelle les expositions coloniales. C'est-à-dire que régulièrement en Europe, dans différents pays, en France, en Angleterre, même jusqu'aux États-Unis, on organise de grandes expositions qui ont pour but, c'était cette affiche-là, voilà. Là, c'est en France en 1931, il y a l'exposition coloniale internationale. Si vous voulez, c'est comme une grande foire dans laquelle chaque empire colonial va pouvoir montrer aux populations qui viennent visiter les différents aspects des colonies. Il faut comprendre qu'à cette époque-là, les gens ne voyagent pas beaucoup. La plupart des Français, par exemple, mettront jamais un pied en Afrique ou en Indochine. Donc, ils vont voir ce qu'on va leur montrer, c'est-à-dire une description des colonies. On va présenter des plantes, la faune, la flore, les animaux, les coutumes, et puis aussi les populations. Et d'ailleurs, sur cette affiche, ce qui est montré en premier, ce sont les populations, les personnes qui vont être présentées de manière exotique. Donc on va exposer des populations venues des colonies. Alors venues des colonies volontairement ou non. Très souvent, c'est des personnes qu'on a fait venir sans leur expliquer clairement ce qu'elles allaient faire finalement dans les expositions coloniales, qu'on allait simplement les présenter en fait, ou simplement les présenter dans ce qu'on appelait des zoos humains, pour que En fait, le but c'est de justifier la colonisation auprès des personnes. Et pour que la colonisation soit acceptable à l'époque par les populations européennes, aujourd'hui, ça paraît aberrant de se dire que c'est une bonne chose d'aller conquérir l'Algérie et puis de contrôler l'Algérie à la place des Algériens eux-mêmes. Mais à nous, ça nous paraît aberrant maintenant parce que maintenant, on sait que les Français, les Algériens, tout le monde est à égalité. Et on n'est plus dans ce système qui explique les rapports entre les populations par les races, entre guillemets, puisqu'on sait très bien que ça n'existe pas. Mais à l'époque, justement, pour justifier la colonisation et pour que ça passe, il faut insister et appuyer sur cette idée d'inégalité entre les races. Sinon, ça ne fonctionne pas. Hein. Il faut que les populations européennes, et même tout le monde d'ailleurs, même les autres, croient et adhèrent à cette vision inégalitaire des populations du monde. Voilà. Donc, sans arrêt, au cours du 19e siècle, eh bien, on met en scène et on dit aux gens, par les écrits, par les expositions coloniales ou autres, à quel point cette colonisation, elle est une bonne chose, ou en tout cas, elle est justifiée par cette histoire d'apporter civilisation et richesse aux populations sauvages, primitives ou en retard, qui, les pauvres, ont besoin des Européens pour pouvoir se développer et sortir justement de l'état primitif. J'ai mis une correction sur la feuille, voilà, donc j'ai écrit pour cette image sur le Royaume-Uni que le Royaume-Uni est devenu un empire car elle a conquis beaucoup de territoires sur plusieurs continents. Contrairement à la France qui a des territoires qui sont plus concentrés en Afrique. Donc sa superficie s'est étendue et aussi sa population. On veut montrer que l'empire englobe des populations très différentes du monde entier. Donc le côté exotique qui va intéresser les gens et en même temps qui va confirmer, je répète, que les Anglais sont puissants. S'ils ont dominé tous ces peuples, c'est parce que ces peuples-là sont inférieurs. C'est comme ça que ça fonctionne. On veut ainsi montrer la puissance du Royaume-Uni, mais aussi sa richesse, puisque les traits montrent les échanges au sein de l'Empire, donc la richesse du commerce.